Merci madame la députée. La parole est à monsieur Denis Baupin pour le groupe écologiste. Vous avez 10 minutes également, monsieur le député. Madame la présidente, madame la ministre, monsieur le président de la commission du développement durable, madame la présidente de la commission des affaires européennes, dire que la conférence climatique de Paris se doit d'être un rendez-vous historique, c'est quasiment de l'ordre de la palissade pour un écologiste. C'est la raison pour laquelle nous nous réjouissons que notre collègue, le président Jean-Paul Changuet, ait pris l'initiative de ce débat et de la résolution qui nous est soumise aujourd'hui et qui montre la volonté de l'Assemblée nationale d'être présente dans cette préparation de cette conférence. Nous nous réjouissons aussi, Madame la ministre, de votre implication pour faire réussir cette conférence climatique depuis des mois, voire des années, faire en sorte qu'au niveau national, nos concitoyens soient sensibilisés, que l'ensemble des acteurs soient mobilisés. Réjouissons évidemment de l'implication extrêmement forte du Président de la République et du ministre des Affaires étrangères, Laurent Fabius, qui présidera la COP, pour que celle-ci soit un succès. Je crois que jamais dans l'histoire des conférences climatiques, il n'y avait eu une telle mobilisation par les organisateurs de la conférence pour que celle-ci soit un succès. Et je pense que ça doit être salué comme étant un élément qui, je l'espère, conduira à ce que cette conférence débouche sur un accord. Je ne reviendrai pas sur les conséquences du dérèglement climatique, tout le monde les connaît. Et le fait même qu'on nous confirme que l'année 2015 sera probablement l'année la plus chaude qu'on ait jamais connue depuis qu'on mesure les températures et donc depuis que l'homme existe sur la Terre, cet élément-là vient confirmer la gravité du dérèglement climatique en cours et le nombre de phénomènes climatiques que nous connaissons aujourd'hui un peu partout à travers le monde est venu le confirmer. Malheureusement, le dérèglement climatique, ça n'est pas une affaire à 20 ans, 30 ans, 50 ans, c'est une affaire qui est déjà très quotidienne aujourd'hui et qui a des implications, y compris dans les conflits que nous pouvons connaître, dans les mouvements de réfugiés que nous pouvons connaître, qui sont en partie dus au dérèglement climatique. Alors nous savons aujourd'hui, au travers des engagements qui ont été pris par les États, que nous aurons probablement un accord à la conférence de Paris, mais que probablement cet accord ne sera pas suffisant pour respecter les 2 degrés de réchauffement climatique que les scientifiques du GIEC disent comme étant la limite, vraiment le plafond, et probablement même que ce plafond est déjà un peu trop élevé, et ce que notre collègue à propos des territoires d'outre-mer vient confirmer que probablement il faudrait même se limiter à 1,5 degré de réchauffement climatique. Donc, à partir du moment où nous savons que cet accord sera probablement insuffisant, l'essentiel est que nous puissions non seulement l'acter, mais faire en sorte qu'une dynamique puisse s'enclencher ensuite. C'est tout le mécanisme de révision sur lequel aujourd'hui beaucoup d'États se disent d'accord et qui doit absolument être acté dans le texte de façon à ce qu'il n'y ait pas de clause dans lesquelles, que la clause prévoit plutôt une amélioration significative, systématique des engagements des États tous les 5 ans et que cette clause nous permette vraiment d'aller vers cette limitation à 2 degrés. Mais on le sait aussi, il y a d'autres conditions pour réussir l'accord. Première des conditions, c'est évidemment la question du financement. Tout le monde connaît l'engagement qui a été pris à 100 milliards de dollars par an d'engagement pour aider les pays du Sud, à la fois dans leur développement, dans un développement plus propre, mais aussi pour se protéger contre les conséquences du dérèglement climatique. Cet engagement-là doit être tenu, et pour l'instant, ce n'est pas le cas. Et donc, il est absolument indispensable que dans les jours qui restent avant la COP et pendant la COP, il y ait réellement un engagement de la part des États pour que les pays qui vont être les premières victimes du dérèglement climatique, les impacts, on les constate aujourd'hui. On nous dit qu'il y a eu, sur les 20 dernières années, 600 000 morts dues aux conséquences des catastrophes climatiques. 89% sont dans les pays les plus pauvres. Donc clairement, nous sommes dans une situation où ce sont ceux qui ont le moins pollué qui seront les premières victimes. Il faut absolument, si nous voulons les embarquer avec nous dans cet accord, que ces engagements soient tenus. Il faut aussi que la finance prenne sa part. C'est un sujet sur lequel nous nous sommes engagés un certain nombre, y compris dans le cadre de la loi de transition énergétique. Je salue notamment Arnaud Leroy, avec lequel nous avons porté des amendements dans cette loi, qui permettent aujourd'hui de faire que la France se soit engagée vers une politique en matière de finances vertes et notamment d'empreinte carbone de la part des investisseurs. Il faut que nous sortions d'un système dans lequel aujourd'hui les énergies fossiles et le nucléaire sont aujourd'hui 7 fois plus subventionnés que les énergies renouvelables. Un système complètement aberrant duquel nous devons sortir si nous voulons réussir. La résolution en parle aussi. Il est absolument essentiel que nous puissions aboutir dans des délais relativement brefs à quelque chose qui
qui peut se correspondre à un corridor en matière de prix du carbone. C'est ce qu'avait proposé notamment le rapport de Pascal Canfin et d'Alain Grandjean. Et je pense que ce dispositif-là est un dispositif vertueux qui est absolument indispensable. Mais je porte aussi une autre proposition, et je remercie Jean-Paul Changuet de l'avoir introduit dans sa résolution, qui est portée notamment par nos collègues brésiliens et qui aujourd'hui est portée par l'ensemble du groupe des 77, et donc qui est un message qui pourrait être repris et qui doit être repris dans la COP, c'est le fait de mettre en place un prix positif. Un prix positif pour les réductions de carbone. C'est-à-dire qu'il s'agit non seulement de mettre quelque part un malus sur les émissions fossiles, mais aussi un bonus sur les réductions d'émissions. Aujourd'hui, ce mécanisme de positive pricing, comme l'appellent nos collègues, est quelque chose qui est en train de progresser dans la négociation, qui a été repris dans une partie des textes de la COP21 et sur lequel je fonde pour ma part pas mal d'espoir. Parce que je pense que non seulement il est évidemment extrêmement important qu'on puisse adresser des signaux positifs pour ceux qui font des efforts, mais que ça peut être un mécanisme très vertueux pour faire les transferts financiers nord-sud dont nous avons besoin aujourd'hui pour développer les technologies qui seront les technologies du développement propre. Il faut aussi donc ces transferts de technologie. Et pour ces transferts de technologie, il faut à la fois de l'argent, mais il faut aussi la volonté de favoriser le fait que les pays en voie de développement puissent faire leur développement avec des énergies qui soient les énergies les plus propres, et notamment avec les énergies renouvelables. On est aujourd'hui face à un boom incroyable, un boom formidable pour les énergies renouvelables. La chute des prix du solaire et la chute des prix de l'éolien font qu'il y a aujourd'hui un développement massif à travers le monde. L'IRENA, qui est l'Organisation internationale des énergies renouvelables, annonçait ce matin que pour réussir à limiter à 2 degrés le réchauffement climatique, il fallait doubler la part des énergies renouvelables d'ici 2030. Des organisations comme l'AIE, qui ne sont pas connues comme étant particulièrement favorables au développement des énergies renouvelables, disent qu'en 2040, probablement que 50% de l'électricité mondiale sera renouvelable. Donc on est aujourd'hui dans un développement massif. Et moi, à la différence de notre collègue Aubert qui est parti maintenant, mais je me félicite que cette résolution mentionne la volonté d'aller vers 100% d'énergie renouvelable. C'est l'objectif vers lequel nous devons aller. C'est l'énergie la plus sûre, c'est l'énergie qui coûte le moins cher une fois qu'elle est installée, et c'est une énergie évidemment qui n'émet pas de pollution. Donc c'est un élément extrêmement important. Passer des vieilles énergies de stock, que sont le charbon, le gaz, le pétrole, l'uranium, aux énergies de flux que sont les énergies renouvelables, c'est évidemment un objectif formidable. La France ne peut pas rester à l'extérieur de cet objectif. La loi de transition énergétique nous permet d'ores et déjà de nous engager en ce sens. Elle nous donne des éléments. Il faut que la programmation pluriannuelle de l'énergie, sur laquelle nous discutons actuellement, Madame la Ministre, soit à la hauteur de cet objectif, et notamment, je me permets de le dire à cette occasion, sur l'éolien offshore, qui est aujourd'hui extrêmement développé en Grande-Bretagne, plus de 1000 éoliennes en Grande-Bretagne, extrêmement développé en Allemagne, et sur lequel notre pays est en retard. Et donc, ce retard n'est pas dû à ce gouvernement, il a été pris par le passé, mais nous devons aujourd'hui de saisir, à partir du moment où nous avons un domaine maritime aussi important que notre pays, nous devons de saisir cette opportunité. C'est quelque chose qui est non seulement nécessaire d'un point de vue environnemental, mais c'est aussi d'un point de vue de l'emploi, tout simplement. Il y a énormément un gisement d'emploi considérable, et vous ne cessez de répéter, Madame la Ministre, mais vous avez raison de faire cette pédagogie. C'est un gisement d'emploi considérable qu'aujourd'hui peut receler à la fois l'efficacité énergétique et le développement des énergies renouvelables, à la différence, je me permets de le dire, de ce que disait notre collègue, de l'énergie nucléaire, qui, on peut répéter tribune après tribune que nous serions dans l'excellence. Mais qui va le croire aujourd'hui, quand on voit la situation de cette industrie? Je ne m'en réjouis pas pour les salariés, qui sont sans doute dans une situation d'inquiétude, mais il y a des moments où il faut savoir saisir les mutations qui sont en cours. Et il faut qu'EDF et il faut qu'Areva soient aujourd'hui des moteurs de la transition énergétique pour passer aux énergies d'avenir. On peut regretter, quand on était fan du Minitel, que Internet ait gagné, mais c'est l'histoire, et c'est comme ça. Et donc, à partir du moment où Internet gagne, ou à partir du moment où les énergies renouvelables gagnent, l'intérêt de notre pays, ce n'est pas de rester bloqué sur les vieilles technologies, mais de passer sur les technologies d'avenir. Enfin, je voudrais aborder un autre sujet qui est porté par notre groupe, qui est la volonté, au constat que nous avons fait que parfois certaines des résolutions, parfois certaines des propositions que nous portons d'un point de vue législatif se heurtent à la Constitution française, de pouvoir faire de l'objectif de la défense du climat un objectif constitutionnel. Nous allons proposer une proposition de loi portée par Cécile Duflot lors de notre niche parlementaire, et nous comptons bien à cette occasion porter ce débat sur le fait que nous puissions faire de ce sujet un objectif constitutionnel, parce que ça permettrait de le mettre au même niveau que d'autres objectifs qui sont aujourd'hui dans la Constitution.
Je conclurai donc, Madame la Ministre, en disant que le fait que cette conférence climatique se tienne à quelques semaines après les événements dramatiques que nous venons de connaître à Paris et à Saint-Denis est quelque part un élément symbolique sur le fait que nous sommes face à des défis qui sont des défis considérables, qui ne sont pas l'un d'un côté et l'autre de l'autre, mais qui sont liés. Ils sont liés à la fois parce que c'est à cause de la sécheresse, c'est une des causes en tout cas de la sécheresse qui a pu sévir en Syrie que ce pays a été déstabilisé. Et donc c'est quelque part le dérèglement climatique qui peut provoquer des conflits géopolitiques. Et ceux que nous connaissons aujourd'hui sont probablement rien par rapport à ce qui risque d'arriver si nous ne réussissons pas à juguler le dérèglement climatique. Mais c'est aussi parce que le pétrole est la source de financement d'une partie des activités terroristes aujourd'hui que nous avons, en plus d'un intérêt géopolitique, à ce que notre continent et notre pays soient aujourd'hui moins dépendants des énergies fossiles. Et donc, quelque part, je dirais qu'en réussissant cette COP 21, en réussissant la transition énergétique, nous faisons la démonstration que ce qui est bon pour la planète, c'est aussi bon pour l'emploi, c'est aussi bon pour le pouvoir d'achat de nos concitoyens et en même temps, c'est bon aussi pour la souveraineté de notre pays et de notre continent. Merci. Merci.